Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à l'approche des élections législatives et municipales, des risques de troubles à l'ordre public, des velléités de contestation électorale et l'insécurité inquiètent le gouvernement pendant que le dispositif de la gendarmerie a été renforcé dans la région du sud-ouest, l'une des régions en guerre. L'administration territoriale annonce qu'elle va officiellement accompagner ELECAM dans l'organisation des élections législatives et municipales, mais que cachent ces mesures sécuritaires et administratives. Nous en parlerons dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, en Côte d'Ivoire, le président ivoirien annonce des réformes constitutionnelles, ce qui suscite des inquiétudes au sein de l'opposition à quelques mois d'une élection présidentielle très attendue. Pendant ce temps, au Togo, Faure Gnassingbé, lui, est candidat pour un 4e mandat à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après avoir manqué le premier trimestre de l'année scolaire en 2019-2020, des élèves sont enfin de retour dans une école publique située dans la région du Nord-Ouest, l'une des régions en guerre depuis près de 2 ans et demi. Le chemin de l'école, ils l'ont enfin retrouvé. Pourtant, la situation sécuritaire était particulièrement difficile dans leur localité. Ce retour semble rassurer le personnel administratif, mais pour autant, les inquiétudes se dessinent encore sur les visages de ces enfants perturbés par ces années d'affrontements armés entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ils ne les ont pas jetés. Au contraire, ces élèves de l'école publique de Tabekeng dans le Donga Mantoum reçoivent des uniformes au premier jour de la rentrée du 2e trimestre. Sevrés de cours et dans l'impossibilité d'aller à l'école durant le premier trimestre à cause de la menace sécessionniste, leur joie de retrouver leurs camarades est perceptible. L'espoir pour eux de retrouver le chemin de l'école est né en novembre 2019 avec le passage de la caravane pour la paix qui avait réussi à persuader les parents de se soustraire de leur peur et de laisser les enfants aller étudier. Pour les encourager, des élites du département du Donga Mantoum dans la région du Nord-Ouest ont offert des uniformes et des fournitures scolaires à ces élèves, à la grande satisfaction des enseignants. Nous sommes heureuses car nos élèves ne ressemblent plus aux enfants de la rue. C'était difficile de les voir ainsi. La rentrée du 2e trimestre est également effective à l'école publique de Binka, toujours dans le Donga Mantoum. Vous vous souvenez qu'à la suite de cette crise anglophone, le Cameroun a été déclaré éligible au Fonds de la consolidation de la paix. Ce fonds placé sous la coordination du secrétaire général des Nations Unies annonce le déblocage de 2 200 000 $ américains pour soutenir les efforts du Cameroun visant à améliorer les standards de vie des populations et renforcer les piliers stratégiques de la gouvernance locale et la cohésion sociale. Selon un communiqué des Nations Unies, ces fonds seront gérés par les agences des Nations Unies au Cameroun, notamment le FAO et le Fonds des Nations Unies pour les populations. À 1 mois des élections législatives et municipales, le gouverneur du centre a mobilisé les préfets pour accompagner officiellement ELECAM durant le déroulement de ce processus électoral. Paul Nasseri Beya parle des mesures à prendre dans le but de s'assurer de l'organisation efficiente des élections. Cette réunion se tient dans un contexte de tension politique dans certaines localités où les listes de l'UPC ont été toutes rejetées. Et du coup, des hauts cadres de l'UPC se mobilisent au ministère de la Justice pour tenter de comprendre que se passe-t-il au sein de leur organisation, association politique, là où plusieurs leaders revendiquent le contrôle de l'appareil administratif de l'UPC. D'autres précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. On parlait donc de la réaction de l'UPC qui a du mal à comprendre ce problème qui se pose à la tête de l'appareil administratif de l'UPC, là où 2 personnalités revendiquent le secrétariat général de l'Union des populations du Cameroun, ce qui a conduit au rejet de plusieurs listes dans les circonscriptions électorales
situés dans la région du centre et la région du littoral. Ils sont allés au ministère de la Justice afin de comprendre ce qui se passe dans les décisions administratives et judiciaires concernant ceux qui dirigent l'Union des populations du Cameroun. Évocation avec Guy Zogo. L'UPC a promis de maintenir la pression dans ce qu'elle qualifie de bataille pour la restauration de la légalité en son sein. Ainsi, aux premières heures de la journée, c'est le cabinet du procureur général, près la cour d'appel du centre, au palais de justice de Yaoundé, qui a été pris d'assaut par les cadres de ce parti, conduits par leur secrétaire général, Pierre Baleguel Nkot. Environ 2 heures plus tard, le secrétaire général en émerge sans dire mot pour prendre la direction du ministère de la Justice, situé à quelques pas de là, question de rencontrer le chef de ce département ministériel. Près de 5 heures plus tard, la délégation de l'UPC ressort du ministère de la Justice. Il apparaît que le ministre a excipé d'une série de longues réunions avec ses collaborateurs et indiqué ne pas pouvoir rencontrer les responsables de l'UPC. Pour ce parti, l'option reste toujours à la recherche des solutions. Nous continuons à rechercher les voies et moyens dans ce débat. Nous n'allons pas combattre pour le moment, mais les négociations continuent. Quelle que soit la décision, qu'elle soit politique ou alors qu'elle soit juridique, nous demandons simplement que l'UPC soit rétabli dans sa légalité. La conviction est même faite qu'il y aura bien une réponse avant la tenue des municipales et législatives de cette année. Nous restons encore des nationalistes et légalistes en même temps. Nous respectons tout ce qui est comme administration. Nous sommes confiants et nous savons que une décision favorable nous sera donnée d'ici les élections. Une réunion de ce parti est prévue à Ezeka dans la foulée de ces rencontres avec les autorités judiciaires. L'objectif que s'est fixé le parti de Oumniobé, comme il l'indique, est de parvenir à une décision de justice reconnaissant un seul secrétaire général qui aura alors la tâche de conduire les candidats de cette formation politique aux municipales et législatives du 9 février prochain. De nombreux Camerounais ont contracté la grippe ces dernières semaines. Certains tendent à négliger cette maladie et pourtant elle peut entraîner la mort, font savoir des médecins qui attirent l'attention des Camerounais sur les méthodes de prévention et de traitement à appliquer pour soigner la grippe. On voit tout cela dans ce reportage que signent Equa Claude et Isabelle Carole Zoupet. La grippe, c'est une infection virale, une infection respiratoire d'origine virale le plus souvent. Et ça, c'est la définition de la grippe. S'il faut donner une définition terre à terre, c'est une infection respiratoire le plus souvent d'origine virale. D'accord. Quelle est la différence entre la grippe et le rhume? Bon, le rhume, c'est un symptôme de la grippe. Le rhume, généralement, c'est un écoulement nasal ou bien un encombrement nasal qui fait aussi partie des symptômes de la grippe. Donc, quand on dit qu'on a la grippe, ça veut dire quoi? Qu'on a la toux, qu'on a le rhume et tout ça? Oui, Parlons à présent du ministère de la Défense qui a présenté la version officielle du drame survenu à la frontière Cameroun-Nigeria. Selon le chargé de la communication du dit ministère, il s'agit de 2 garçons qui manipulaient une grenade retrouvée dans les sables situés dans une localité côté nigérian. C'est au cours d'une manipulation insouciante, selon le ministère de la Défense, que l'engin explosera, sémant la mort parmi les personnes présentes à leur côté. Selon le ministère de la Défense du Cameroun, le bilan humain fait état de 9 morts, apparemment tous de nationalité nigériane, 26 blessés parmi lesquels 5 Camerounais, selon le bilan officiel. Le ministère de la Défense précise que les recherches et les entretiens menés avec les survivants ont permis d'établir qu'il ne s'agit point d'un attentat kamikaze, précise le chargé de la communication du ministère camerounais de la Défense. Et sur un autre front de guerre, qui se livre au trafic des armes sur le théâtre de la crise anglophone, comment se ravitaillent les groupes armés
Des accusations ont été portées contre certaines organisations humanitaires engagées dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'une d'entre elles vient de contester ces accusations mensongères. La fondation Ayapel qui annonce qu'elle a saisi la justice contre les auteurs des accusations mensongères formulées contre elle. D'autres précisions avec Joël Essengue et Gizogo. Loin du terrain de ses activités traditionnelles dans l'humanitaire, la Fondation Aya vient d'annoncer au cours d'une conférence de presse à Yaoundé qu'elle va poursuivre en justice plusieurs personnes. Outre le docteur Success Nkongo et Franklin Djoumé, des hommes des médias et des médias sont ciblés, ainsi qu'une plateforme en ligne. Monsieur Obama et la chaîne Vision 4, le journal Anecdote, et il y a une plateforme là, My Country People Them, à Facebook, pour diffamation, propagation de fausses nouvelles, chantage, entre autres. Sur les raisons de cette plainte, la Fondation Aya accuse les personnes poursuivies d'avoir affirmé qu'elles se livrent au trafic d'armes au profit des Ambazoniens dans le nord-ouest et le sud-ouest et dit attendre des preuves qui la confondraient. Des preuves qui démontrent que la Fondation Aya, comme ils disent, achète les armes, importe ces armes, transporte ces armes et donne ces armes aux Ambabans. Nous attendons que la justice tranche et nous espérons que nous n'allons pas regretter d'avoir fait confiance à la justice camerounaise. Se défendant de telles pratiques, la Fondation Aya souligne qu'elle ne dispose même pas de moyens logistiques qui pourraient faire établir un lien avec les déclarations récentes du ministre de l'administration territoriale. La Fondation Aya n'a ni ambulance, nous n'avons même pas un véhicule de service. Ça veut dire qu'on n'a pas un véhicule sur lequel il est écrit Fondation Aya, ou bien sur lequel il n'est même pas écrit qui est un véhicule de la Fondation. À chaque fois que nous nous déplaçons, soit c'est nos véhicules perso, ou bien dans la plupart des cas, nous louons les véhicules. Abordant la nature de ses activités, la Fondation Aya indique qu'elle se résume à l'aide aux réfugiés et déplacés internes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Fondation, jusqu'ici, a fait plus de 10 voyages au Nigeria pour assister nos compatriotes qui sont dans une misère totale là-bas. Chaque reprise, on les apporte des engrais, des habits. Nous sommes même en train de passer à la vitesse supérieure parce que nous ne pouvons pas nourrir les gens éternellement. On essaie de les rendre autonomes. Interpellé sur l'aspect des financements, le président de la Fondation Aya précise qu'elle ne reçoit aucun financement international et même que les locaux francophones sont ses principaux soutiens financiers. À ce sujet toujours, il poursuit que les vérifications sont faciles à effectuer. C'est donc plutôt la main d'un cabinet noir qui poursuit l'ambition de détruire la famille Aya et la fondation qu'elle a mis sur pied, qui est mise à l'index par le président de la Fondation Aya. Et sur le théâtre de la crise anglophone, des centaines de gendarmes sont déployés désormais dans la région du sud-ouest en prélude aux élections législatives et municipales dans cette région du Cameroun, une région en guerre depuis près de 2 ans et demi. Cette mobilisation du dispositif sécuritaire intervient au moment où le président de la République l'avait annoncé dans son discours du 31 décembre 2019, faisant savoir que la sécurité sera renforcée au besoin pour l'organisation des élections législatives et municipales sur l'étendue du territoire national. Et parlons à présent de la fermeture de la gare routière dans la localité située dans la région du centre, alors que c'était l'un des moyens pour permettre aux familles de pouvoir écouler des produits agricoles. Aujourd'hui, elles peinent à pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. La fermeture de la gare est un coup dur dans cette localité située dans la région du centre. Reportage, Marcelin Gansop. Elle est révolue l'époque où la gare ferroviaire d'Otélé faisait prospérer les affaires. La gare d'Otélé est fermée depuis près de 2 ans. Et l'impact, c'est dans le commerce, le business, le revenu des bails en selam, comme on appelle vulgairement. Puisque quand la gare existait encore, il y avait les arrêts de train.
Les trains mettaient plus de temps dans les croisements et ça leur permettait plus de vendre leurs denrées. Illustration avec cette commerçante, l'une des rares à persévérer encore dans la vente des denrées alimentaires depuis la fermeture de la gare. Mon mari était cheminot, il est parti en retraite, ça fait 11 ans que nous sommes au village. Donc vraiment on se bat à base de petits trucs comme ça là. Mais malheureusement, on avait une gare ici subitement, nous n'avons plus de gare vraiment, nous souffrons. Quand il y avait une gare ici, les trains s'arrêtaient de part et d'autre. Maintenant c'est juste un arrêt, même les trains marchands, les voyageurs là, ils ont juste 2 minutes d'arrêt. Avant on avait peut-être 5 à 10 minutes d'arrêt. Mais maintenant là, il n'y a plus vraiment rien. Le conducteur veut, il s'arrête, il veut, il passe. Ce train marchandise, par exemple, a choisi de passer sans s'arrêter. L'espoir de vendre, ne serait-ce qu'un bâton de manioc s'estompe pour Dame Onana Abega. Ça dérange vraiment, ça nous bloque beaucoup. Les trains marchandises, ça s'arrêtait. Ils payaient, ils achetaient. Mais maintenant, ils font juste comme ça, là, eux tous ne s'arrêtent pas. Parfois, on fait même les messes, ça fait 2 jours. Avant, tu venais le matin, à midi, tu rentrais à la maison, peut-être aller même faire d'autres. La fermeture de la gare d'Otélé en rajoute à un quotidien qui n'est déjà pas facile, avec les difficultés d'accès au réseau de certains opérateurs de téléphonie mobile, sans oublier les coupures intempestives de l'énergie électrique. Quelques travaux d'aménagement sont en cours, mais aucun responsable n'est en place pour nous renseigner sur une éventuelle réouverture de cette gare ferroviaire, jadis facteur de développement du village Otélé et ses environs. Le bureau du chef de gare est fermé. Actuellement, il n'y a que le service MTA, le service de pesage de colis qui fonctionne dans la gare de télé. C'est pourquoi nous la considérons comme une gare fermée. Il existe encore l'arrêt du train, ça permet aux voyageurs de se déplacer. Mais l'impact surtout, c'est sur la chute du commerce. Parce que c'est la gare qui élevait le taux de rendement des villageois et des villageoises. Le principe voudrait que là où le train s'arrête, que le développement de la localité s'en ressente. Pour l'instant, le village Otélé tourne en mode ralenti en attendant la réouverture de sa gare dont les populations espèrent qu'elle ne va pas durer une éternité. Situé à une trentaine de minutes de Ngoumou, chef-lieu du département de la Mofou et Akono, Otélé était jadis un grand carrefour marchand où florissait la vente et le trafic des produits agricoles et industriels. Otélé n'a jamais aussi mal porté son nom. La localité jadis debout grâce au chemin de fer, broie du noir aujourd'hui. Et ce n'est pas exagéré de le dire. Comment prévenir les catastrophes naturelles et gérer l'après-catastrophe en Afrique centrale? La question préoccupe les experts de la protection civile et autres parties prenantes de plusieurs pays africains, notamment ceux de la sous-région Afrique centrale, alors que des glissements de terrain, des inondations se multiplient au Cameroun et dans les pays voisins. Ces experts estiment que 70% de ces catastrophes sont d'origine hydrométéorologique et ils appellent à l'urgence de mettre sur pied une riposte globale. Évocation avec François Dikoumé et Nadine Yambou. Ces dernières années, le Cameroun enregistre un nombreux record de catastrophes naturelles. Le glissement de terrain de Ngouaché et de Fumbana à l'ouest Cameroun et les inondations récurrentes dans plusieurs villes à travers le pays. La gestion de ces catastrophes n'a pas toujours été optimale selon les experts. Le premier pas, c'est d'avoir une bonne base de données. Maintenant, si on a des données, il faut ensuite avoir des outils pour traiter ces données. Quand je parle des outils, ça peut être par exemple des connaissances en modélisation, des connaissances en télédétection. C'est pour pouvoir faire de la prévision. Par exemple, si on ne connaît pas un événement pluvieux qui va arriver dans 3 jours, on ne saurait pas quelle peut être l'intensité des précipitations. On ne peut pas prévenir les communautés à temps, donc on ne peut pas sauver les vies. Autant de préoccupations auxquelles envisagent de résoudre les experts de la protection civile et autres parties prenantes du Cameroun et de l'Afrique centrale. Le plus grand défi, c'est la coordination. Il faut surtout que les acteurs puissent travailler ensemble parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'une question de développement durable. La gestion des risques de catastrophe nécessite l'implication de tous les acteurs de développement, tous les secteurs de développement. On ne peut qu'avoir des ministères portefeuilles du dossier qui assurent la coordination autour des différents acteurs de développement de manière périodique, de manière à faciliter la décision
de nos gouvernants. S'agissant de ces catastrophes, la ville de Douala a pu être équipée d'un dispositif de prévention des inondations installé dans les zones à risque. Nous avons un projet financé par l'Agence française de développement à Douala qui concerne les inondations et la prévision et les systèmes d'alerte précoce communautaires, parce qu'on essaye d'impliquer les populations les plus vulnérables au système d'alerte sur le bassin du Tongo-Bassa, dont la petite portion qui s'appelle Makepe-Misoke, qui est sujette à des inondations récurrentes ces dernières années. Et on essaye de monter en fait un pilote qui puisse être reproductible à d'autres bassins versants de la zone de Douala, mais aussi à d'autres villes de la sous-région qui sont soumises à l'aléa inondation. Durant 3 jours, ces experts vont devoir trouver des voies et moyens pour lutter et mieux prévenir les catastrophes naturelles au Cameroun et en Afrique centrale. Dans l'escale internationale, en Guinée-Conakry, l'opposition est à nouveau dans les rues pour contester un projet de loi relatif à la modification de la Constitution. Et au Gabon, l'opération Scorpion continue à cibler des proches des anciens pontes du régime qui ont été déchus à la suite d'un dernier remaniement ministériel. La mouture internationale, c'est avec Michel Ngachou. Le colonel Isiaka Ouattara dit Ouattao est décédé à New York à 52 ans de suite de diabète où il avait été évacué 3 semaines plus tôt. Un diabète qui, selon les informations des médias, aurait eu raison de lui. Avant sa mort, il était l'un des personnages ayant influencé à sa façon la transition politique en Côte d'Ivoire, ancien chef rebelle, proche de Guillaume Soro, leader incontesté des forces nouvelles, aux côtés de Chérif Ousmane ou encore d'Ibrahim Koulibaly. Il dirigera l'offensive de 2011 contre le régime de Laurent Gbagbo avant d'intégrer l'armée régulière après la crise post-électorale. Il a assuré de hautes fonctions au sein de l'armée et a gardé toute son influence avant d'être nommé colonel-major en 2019. En Guinée-Conakry, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues dans plusieurs villes ce lundi 6 janvier 2020 en vue de poursuivre des protestations contre le projet de modification de la Constitution initié par l'actuel président Alpha Condé. Au moins 12 personnes auraient été blessées selon les sources sécuritaires et médicales dans les villes de Kankan, c'est dans l'est de la Guinée. L'opposition, la société civile guinéenne étant très préoccupée par le vœu d'Alpha Condé de briguer un 3e mandat, n'arrête pas de faire entendre sa voix depuis octobre dernier à travers une série de manifestations et ils annoncent pour le 13 janvier prochain d'autres descentes dans la rue en vue de se faire entendre. Le Gabon émet 2 mandats d'arrêt internationaux. Le procureur de la République a, dans une déclaration le week-end dernier, annoncé que son pays a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre 2 Gabonais poursuivis dans le cadre de l'opération Main Propre baptisée Scorpion. Selon l'AFP, les 2 personnes recherchées sont les proches de Brice Lacruche Ali Honda, ancien directeur du cabinet d'Alim Bongo. Les mandats d'arrêt ont été émis le 3 janvier dernier. Libreville demande à toute la police de rechercher et d'extrader vers le Gabon Raphaël Nzé Minko, beau-frère de Brice Lacruche Ali Honda. 250 millions de francs CFA entassés dans 2 coffres auraient été retrouvés à son domicile lors d'une perquisition. Le 2e mandat cible Gervais Martial Koulayo Oulpaye, ancien collaborateur de Lacruche Ali Yonga. Ces 2 personnes sont poursuivies dans le cadre de l'opération Scorpion qui a pour but d'assainir les finances publiques. Selon le procureur de la République André-Patrick Ropona, 2 mois après son déclenchement, Scorpion a permis d'interpeller 30 personnes. 6 ont été mis hors de cause, 4 laissés en liberté provisoire et 20 autres inculpés et jetés en prison. En football à présent, CHAN 2020, les Lions à prime sont à Douala. Les poulains de Yves Clément Arroga ont effectué ce matin leur première séance d'entraînement au stade annexe de Bépanda pour le compte du 3e regroupement de la compétition prévue du 4 au 25 avril prochain. Je vous invite à suivre les joueurs qui s'expriment, ceux qui participent à ces séances d'entraînement en prélude au CHAN en 2020. Ils s'expriment au micro de nos reporters. Parce que ce qu'on n'a pas fait de positif au stage passé, il va falloir qu'on répète les mêmes performances. Parce que si je suis là aujourd'hui, ça veut dire que je mérite. Mais ce n'est pas parce que je mérite que je ne vais pas donner le meilleur de moi. Je continuerai toujours à charmer les codes avec mon travail pour que je puisse toujours être appelé si possible. Comme j'ai dit, le travail et rien que le travail. C'est notre ville ici chez moi, ça me fait honneur. En même temps, je dois bosser, c'est ce qui m'a amené ici.
Je ne veux pas que je baisse les bras et après, on va voir la suite. La suite, on se pose des questions. Mais avec le travail, je pense bien que chacun aura sa place. Mais maintenant, les dés sont jetés. Et en même temps, je vais donner le meilleur pour que je reste jusqu'à la fin de ce stage-là. Le sentiment est d'un travailleur, n'est-ce pas, qui est en train de travailler, surtout. Nous sentons à Douala comme à Yaoundé, que ce soit à Limbé ou n'importe où, nous sommes au Cameroun. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à travailler davantage pour avoir une belle équipe. Bon, la séance d'aujourd'hui, c'était déjà voir les nouveaux qui sont entrés là, voir physiquement comment ils sont. Et les anciens qui sont là, qui ont été avec moi au premier stage et au deuxième stage, un peu technico-tactique, tel que vous avez vu, des séances sur le jeu. Donc voilà, implémenter notre modèle de jeu. La ville de Douala, c'est déjà pour une acclimatation. On doit sûrement risque de jouer des matchs à Douala, donc l'équipe doit être déjà prête à tous les intempéries, la chaleur. Bon, c'est ça qui nous amène ici. Donc, Et parlant de football, la CAF, les awards de la CAF se déroulent en Égypte ce soir, une cérémonie prestigieuse présentée par le goléador camerounais Samuel Eto'o. Et parmi les joueurs en compétition, il y a également des joueuses camerounaises qui pourraient créer la surprise ce soir en remportant les titres de meilleure footballeuse de l'année 2019. Cérémonie très suivie du côté de l'Égypte qui se déroule en ce moment même. Cérémonie présentée par Samuel Eto'o, les awards de la Confédération africaine de football. Et je vous le disais concernant la page internationale, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé de nouvelles réformes constitutionnelles, suscitant l'inquiétude de l'opposition à quelques mois d'une élection présidentielle. Il a fait savoir que l'objectif n'est pas d'exclure un quelconque candidat déclaré à cette élection présidentielle. Les réformes visent à moderniser les institutions ivoiriennes. Et dans un pays voisin, le Togo, toujours en Afrique de l'Ouest, là où Faure Gnassingbé, président sortant, annonce sa candidature à un 4e mandat à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Législative et municipale 2020, le président de la République a annoncé le 31 décembre dernier un dispositif sécuritaire pour encadrer ces élections et petit à petit, ça se met en place. Au sud-ouest, plusieurs centaines de gendarmes, des dizaines de camions de ces gendarmes sont arrivés dans le sud-ouest pour quadriller cette région du Cameroun, l'une des régions où un conflit armé est observé entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Dispositif sécuritaire qui intervient au moment où une campagne électorale doit s'y dérouler d'ici le 25 janvier 2020 et l'élection législative et municipale prévue en début février 2020. Dispositif sécuritaire renforcé dans la perspective de ce double scrutin législatif et municipal. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.